Qui es-tu? Moi? Tu es moi? Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel étrange voyage. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui ne relève pas de l'horreur ou du trash, mais emprunte plutôt le chemin de la compassion. Cependant, avant d'atteindre cette partie plus humaniste que d'habitude, il nous faudra parcourir plusieurs sentiers tortueux et dérangeants, si chers à la thématique de ma chaîne. Et pour commencer, je vais me permettre d'aborder, plus ou moins brièvement et avec plus ou moins de détails, mais c'est voulu, la vie de 6 hommes. Bon voyage. Peter, c'est ce petit bonhomme. Il est né à Denver, dans le Colorado, le 15 novembre 1960, dans une grande maison remplie d'enfants. À son adolescence, il se découvre une première passion, le hockey sur glace, qu'il pratique pendant plusieurs années. Au début de sa vie, tout semble aller pour le mieux, mais soudainement, tout bascule. Peter commence à perdre pied. Il devient violent, incontrôlable. Son comportement devient maniaque. Il ne supporte plus le bruit, la saleté ou la moindre désorganisation. Voici ce que certains membres de sa famille disent sur lui. Peter avait développé un regard menaçant, ce qui n'échappait pas aux filles qui en faisaient parfois des remarques. Mais bien vite, ce n'était plus seulement son apparence qui les inquiétait. Un jour, Peter enfonça le visage d'une fille dans la neige et le maintint jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer, affirmant ensuite que ce n'était qu'une blague. Pratiquement plus personne ne venait leur rendre visite. Cette violence, elle apparaît aux alentours de ses 7-8 ans. Mais les premiers signes alarmants se manifestent à travers des comportements d'automutilation. En grandissant, et surtout à l'adolescence, sa colère atteint un niveau alarmant. Peter ne respecte plus rien ni personne. Ce manque de respect culmine lorsqu'il est envoyé par sa mère dans un camp d'été. Écoutez comment son comportement y est décrit. C'est là que Peter s'est complètement effondré. Il mouillait son lit, crachait par terre et frappait les autres campeurs. Mais y a-t-il un élément déclencheur qui le pousse à agir ainsi? Eh bien, il n'y en a pas qu'un seul, mais plusieurs en fait, bien que tous ne soient pas nécessairement prouvés. Premièrement, il y a son père. Ayant choisi une carrière militaire, il est absent durant de longs mois, laissant à sa femme la gestion de toute la famille. La nourriture, l'argent et tous les problèmes liés à la vie quotidienne. Lorsque son père revient à la maison, les choses se passent généralement bien, mais il arrive parfois que des tensions surviennent entre lui et l'un des grands frères de Peter. Ces tensions dégénèrent parfois même en bagarre. Deuxièmement, il y a l'arrivée d'un autre personnage, un révérend, le révérend Robert Arthur Freudenstein, qui officiait à la paroisse Sainte-Marie à Colorado Springs. Grand ami de la famille, il était surnommé Freudie par les parents de Peter. Ce dernier bénéficiait de la totale confiance de la mère de Peter, ainsi que de son père, à tel point que lorsqu'elle sortait faire des courses, elle laissait Freudie seul à la maison pour garder un œil sur les enfants. C'est précisément dans ces moments, lorsqu'il était seul avec eux, que Freudie aurait abusé de sa position. Parmi les enfants se trouvait bien entendu Peter. Il existe peu d'informations disponibles à son sujet, je veux dire au sujet du révérend, mais l'on sait qu'il était très proche des parents de Peter, qui eux, de leur côté, ne soupçonnaient rien. Ils ne se doutaient pas qu'en le laissant seul à la maison avec leurs enfants, il les exposerait à devenir ses victimes. Alors je n'ai pas besoin ici de vous faire de dessin, je pense que vous comprenez très bien de quoi il s'agit. Passons au troisièmement, les institutions. Comment ça? Eh bien, Peter, à cause de ses accès de colère et de rage, devient de plus en plus incontrôlable. Sa mère, souvent seule à la maison, a beaucoup de difficultés à le gérer. Ne comprenant pas pourquoi il agit ainsi, elle décide de chercher de l'aide auprès des médecins de l'hôpital Penrose à Colorado Springs. Les docteurs, eux non plus, ne parviennent pas à comprendre les raisons du comportement de Peter. Ils décident donc de l'interner quelque temps pour l'observer. Cependant, un jour, voici ce qu'il s'est passé. L'un des fils cadets, Peter, a été admis à l'hôpital Penrose à Colorado Springs. Sa mère l'a retiré de l'hôpital après avoir constaté qu'il avait été attaché à son lit couvert de sa propre urine. Peter revient alors à la maison. Mais ses crises continuent malgré le fait qu'il soit sous traitement médicamenteux. À l'adolescence, il prend une décision importante. Peter laisse tomber ses médicaments et décide de s'automédiquer avec du cannabis. Le cannabis semble avoir des effets plutôt positifs sur Peter, qui commence peu à peu à se sentir mieux. Pour compléter sa thérapie, il se lance dans la poterie ainsi que dans la pratique de la flûte, 2 activités qu'il continuera tout au long de sa vie.
Brian est né le 26 août 1951 à Colorado Springs, dans l'État du Colorado. Il grandit entouré de nombreux frères et sœurs et se démarque très tôt grâce à son oreille musicale exceptionnelle. Rapidement, il se met au piano et sa famille perçoit en lui une future star en devenir. À l'adolescence, il rejoint plusieurs groupes de musique et se produit dans divers carnavals et concerts en tant que guitariste. Vers la fin des années 60, Brian passe de l'adolescence à l'âge adulte, tout en traversant une période charnière de l'avant et de l'après Woodstock. Ce qui devait arriver arriva. Les années hippies, mêlées à l'effervescence artistique et musicale des 60s, laissent leur marque. Brian tombe dans la drogue, le LSD et le cannabis deviennent son quotidien. Mais la drogue N'est pas la seule ombre au tableau. Brian porte en lui un côté sombre, une ombre qui le torture, qui l'entraîne vers des comportements destructeurs. Voici ce que diront ses deux sœurs, Lindsay et Margaret, à son sujet. Et attention, ce n'est pas joli du tout. L'un des premiers souvenirs d'enfance de Lindsay, vers l'âge de 3 ans, était que Brian l'avait agressée. Margaret se souvenait également que Brian l'avait touchée de manière inappropriée à plusieurs reprises. Brian était tellement apprécié par tous et il avait quitté la maison si rapidement après le lycée que les filles n'en avaient jamais parlé à personne non plus. Avec un écart d'âge de 11 et 14 ans entre Brian et ses deux sœurs, ils profitent de leur innocence et de cet écart générationnel pour commettre l'irréparable. Dans le silence oppressant de leur grande maison, sous le couvert de son autorité et du silence qu'il leur impose, ils bafouent leur confiance. Mais dans l'esprit de Brian, ces actes ne sont pas si graves. Nous sommes dans les années folles après tout, les années hippies. Il faut mordre la vie à pleines dents, tout voir, tout expérimenter. Et par ailleurs, à côté de cela, en tant que musicien hippie, rien ne lui semble plus prometteur que la Californie pour se développer. Et c'est là qu'un jour, il va décider de partir. Avant son départ pour cet Eldorado, Brian, plein de talent et excellent bassiste, joue le 20 juin 1970 en première partie du concert de Jethro Tull à Red Rocks. Alors, si vous ne connaissez pas Jethro Tull, sachez que c'est un artiste de renom. Ce concert devient par ailleurs son dernier, non pas à Jethro Tull mais à Brian, dans son état natal, avant son départ pour l'Ouest, où il espère enfin réaliser ses rêves de gloire. Quelques mois plus tard, Brian arrive à Lodi, une petite ville en Californie. Bien que sa carrière musicale peine à décoller, sa vie amoureuse, quant à elle, prend un tout autre tournant. Nous sommes à la fin de l'année 1971. Brian fait la rencontre d'une jeune fille, de 3 ans sa cadette, Laurelie L. Smith, surnommée Noni. Noni, encore étudiante, travaille parallèlement dans un cabinet vétérinaire. Amoureuse, légèrement hippie dans l'âme, passionnée de musique et adepte du flower power, elle forme avec Brian un couple uni et heureux. Cependant, Brian peine à percer dans la musique. Contraint de trouver un emploi de caissier, il sombre dans la frustration et leur relation s'en ressent. Noni, lassée, finit par le quitter au cours du mois d'août 1973. Mais cette séparation tourne au drame. Les adjoints du shérif enquêtent sur ce qui semble être un meurtre-suicide impliquant Laurelie Smith, 19 ans, de Lodi, et Brian Galvin, 22 ans, de Sacramento. Selon la police de Lodi, une enquête préliminaire indique que Galvin s'est rendu au domicile de la jeune Smith hier après-midi, lui a tiré une balle dans la tête avec un fusil de calibre 22, puis s'est suicidé en se tirant dessus. Et ainsi, sur cette fin tragique, notre histoire continue. Matthew Allan est né à Colorado Springs le 17 décembre 1958. De son enfance, rien de particulièrement notable ne ressort. Il est décrit comme un garçon gentil, agréable et enjoué. Matthew entre ensuite au collège, où il porte fièrement les couleurs de l'établissement Sainte-Marie, également surnommé les Pirates. Après cela, viennent ses années de lycée, qu'il termine avec succès, diplôme en main et la tête haute. À l'aube de l'âge adulte, une idée l'obsède, il veut voyager. De mémoire, la seule fois où Matthew a par ailleurs quitté sa maison, c'était à l'âge de 10 ans, lorsqu'il avait alors pris l'avion avec ses parents pour se rendre à Salt Lake City. Mais Matthew nourrit intérieurement de plus grandes ambitions. Écoutez bien, son rêve est d'être payé pour reconstruire tout le Colorado. Et pour lui, cela est vital. S'il n'est pas rémunéré pour accomplir cette mission, il en est convaincu, Mère Nature plongera le monde dans un chaos total. Cependant, à côté de cela, une question le hante profondément. Que se passera-t-il lorsqu'il n'y aura plus d'essence sur Terre? C'est un peu bizarre ce que tu nous racontes là. Qu'est-ce qu'il a, ce Matthew? Eh bien, Matthew n'est pas bizarre comme tu le dis. Il vit en fait sur un autre plan de réalité que nous. Depuis sa sortie du lycée, il reste chez ses parents. Et au fil du temps, quelque chose se dessine en lui, jusqu'à ce qu'il ait une révélation. Je ne suis pas Matthew. Mon nom est Paul McCartney. À partir de cet instant, le Matthew que tout le monde connaissait n'existe plus. Ne me demandez pas ce qu'il s'est passé,
Personne ne le sait vraiment. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Bien que certaines de ses idées paraissaient légèrement décalées par rapport à la réalité, voire même beaucoup, cela ne l'avait jamais empêché de réussir à l'école. Alors, pourquoi s'inquiéter? Puis est arrivé ce jour où, soudainement, Matthew n'était plus Matthew. Matthew était devenu Paul McCartney. À cela s'ajoute une humeur changeante qu'il associe directement à la météo. Selon lui, la pluie reflète sa tristesse, le vent traduit l'agitation de ses pensées et le soleil illumine sa joie. En gros, chaque changement climatique devient le miroir de ses émotions. Il est évident que le jeune homme fait face à un ou plusieurs troubles psychologiques et son entourage en est totalement conscient. Cependant, dans les années 60, les psychologues n'avaient pas le recul nécessaire pour définir des maladies mentales avec la précision d'aujourd'hui. Les spécialistes de l'époque pensaient que Matthew souffrait de bipolarité, d'anxiété, voire de... C'est là le point de vue des professionnels de l'époque, ainsi que celui des parents de Matthew. Mais ce que ces derniers ignoraient, c'est que Matthew souffrait également d'un autre trouble, l'anasognosie. Wow, c'est quoi ce mot barbare là? L'anosognosie est l'incapacité d'un patient à prendre conscience totalement ou partiellement du trouble dont il est atteint. Pour simplifier, aux yeux de Matthew, il n'a absolument rien. Il se considère comme parfaitement normal et il ne voit absolument aucun problème dans le fait de se prendre pour Paul McCartney. Ce type de trouble peut compliquer la prise en charge d'un patient car n'étant pas conscient de son propre état, il refuse généralement de se faire soigner, de passer des examens ou de prendre des médicaments. Heureusement, dans le cas de Matthew, ce dernier est un homme gentil et pas trop difficile à vivre. Ses parents, attentifs et aimants, prennent soin de lui. Telle sera la vie de Matthew jusqu'à nos jours, un gentil fou qui se prend pour un autre, mais qui n'a jamais fait de mal à quiconque. Joseph Bernard, surnommé Joe, est né le 22 août 1956 à Novato, en Californie. Concernant sa scolarité, il n'est rien de particulier à signaler. Joe est un bon élève, discret, amical et passionné de hockey sur glace. À l'âge adulte, contrairement à Matthew, qui n'a jamais réellement voyagé, Joe, lui, se trouve un emploi dans une compagnie d'aviation officiant à l'aéroport de Denver. Alors certes, il n'est pas pilote ni steward, puisqu'il travaille à l'entretien des locaux, mais il bénéficie de privilèges tarifaires qui lui permettent de voyager occasionnellement à travers le pays. Cependant, Joe ne va pas aller très loin dans ses ambitions. À l'âge de 18 ans, en 1974, il commence à expérimenter le LSD. Et cette substance devient rapidement une habitude. Son goût pour les hallucinations et les hallucinogènes persiste jusqu'en 1982, une année qui marque un tournant décisif dans sa vie. Alors qu'il travaille encore à ce moment-là à l'aéroport de Denver, il apprend qu'il est licencié. La raison, il ne s'entend pas très bien avec ses collègues, et certains d'entre eux le harcèlent. Hélas pour lui, ce sont les harceleurs qui vont l'emporter, et Joe perd son emploi. Cette décision de la compagnie plonge Joe dans une spirale sombre. Il se renferme sur lui-même, devient aigri, se sépare de sa compagne de l'époque, sa petite amie, et survit à un accident de voiture sans gravité. Il écrira même une lettre à la Maison Blanche pour se plaindre. Mais surtout, il commence à entendre des voix et à voir des choses. Peu de temps après, Joe est hospitalisé. Sa famille vient lui rendre visite, mais le trouve totalement amorphe. À sa sortie, il retourne chez ses parents. Désormais, les voix dans sa tête sont omniprésentes. Elles l'accompagnent tous les jours, à toutes les heures. Il entendait désormais des voix en permanence. Une nuit, il s'est mis à courir au milieu d'une rue du centre-ville, hurlant de toutes ses forces « Les loups me poursuivent !» Il a fallu 2 agents de grande taille mesurant près de 2 mètres pour le maîtriser. C'est quoi, c'est le LSD qui lui a fait ça? Alors ceci n'est pas certain. Il se pourrait que le LSD ait été un facteur déclencheur. Mais Joe n'avait-il pas, au départ, quelque chose de sous-jacent, de latent, sommeillant peut-être en lui? Rien n'est moins certain. Ce que l'on sait, c'est que Joe a lui aussi croisé le chemin d'une personne mentionnée un peu plus tôt, un certain révérend Freudenstein. Est-ce que Joe pourrait avoir lui aussi été la victime de ce Freudi? Nous n'en avons aucune preuve, mais cela reste une possibilité. Les abus subis durant l'enfance peuvent-ils conduire alors à des hallucinations et à entendre des voix à l'âge adulte? C'est une question à laquelle nous reviendrons plus tard. En attendant, Joe, qui semble avoir une certaine conscience de son état, est déclaré apte à vivre seul. L'État lui fournit un logement où sa famille vient parfois lui rendre visite. Joe développe des croyances plutôt inhabituelles. Il pense qu'il a été un vassal de l'Empire chinois dans des vies antérieures. Une fois, il a pointé le ciel avec excitation et il a dit que les nuages étaient roses et qu'un empereur chinois lui parlait depuis une de ses vies passées. « Je fais une hallucination ?» a-t-il dit, tout en y croyant à moitié. « Tu ne le vois pas ?» Bien que Joe soit sous traitement et presque stable, il confie à sa mère qu'il ne sent plus ses pieds et qu'il a même du mal à marcher. Petit à petit, Joe décline
Et c'est à l'âge de 53 ans, le 7 décembre 2009, qu'il décède. La cause de son décès est attribuée aux effets secondaires des médicaments qu'il prenait en trop grande quantité. Jim, de son vrai nom James Gregory, est né à Brooklyn, New York, le 21 juin 1945. Il grandit dans une famille avec un grand frère, qui sera par ailleurs son rival pendant des années, et 2 petites sœurs. Jim, deuxième enfant de la famille, n'a pas un caractère facile. Colérique, arrogant, fier, impétueux, il ne cherche qu'une chose: surpasser son grand frère, être meilleur que lui en tout. Cette rivalité fait partie du quotidien, que ce soit à la maison, à l'école ou sur le terrain de football américain, un sport que les 2 frères pratiquent. Avec le temps, cette rivalité s'atténue. Jim réalise qu'il ne peut pas battre son frère sur le terrain ou à la maison et décide alors de prouver sa supériorité autrement, dans la vie quotidienne. Pour lui, cela signifie afficher de beaux vêtements, conduire une belle voiture, boire plus d'alcool et cumuler plus de bêtises à l'école. À ses yeux, chacune de ces choses est une forme de victoire. Mais plus que tout, ce que Jim aime, c'est d'être perçu comme une menace par les autres. À 20 ans, les choses prennent un tournant plus calme. Jim rencontre une demoiselle, Cathy, au Giuseppe's, un club de danse où il se rend régulièrement avec ses amis. Les 2 flirtent, s'acoquinent, s'embrassent et s'enlacent. Les mois passent et Jim s'éloigne de son frère. Cathy tombe enceinte et Jim décide de la demander en mariage. Le mariage sera célébré en août 1968 malgré l'opposition des parents de Jim qui estiment qu'à 23 ans, il est trop jeune pour se marier. Peu importe. Le couple s'installe dans une petite maison, Jim quitte l'école pour travailler dans un bar et Cathy reste à la maison pour s'occuper de leur fils, Jimmy. Pour Jim, l'essentiel est clair. Il a surpassé son grand frère. Il estime avoir réussi dans la vie avec une femme, un enfant, une maison et un métier, les marqueurs de réussite sociale de l'époque. Cependant, avec le temps, Jim, toujours impulsif, cède à ses travers. Il multiplie les aventures extra-conjugales pendant que Cathy reste à la maison, son travail au bar facilitant ses rencontres. Un soir, Cathy, qui se doute de ses infidélités, se rend au bar où travaille Jim. Elle pousse la porte, avance jusqu'à la table où son compagnon est assis, accompagné d'une jeune demoiselle, et lui jette un pichet d'eau au visage. Dans les jours qui suivent, l'ambiance à la maison est plutôt devenue insoutenable. Cathy, souhaitant reprendre ses études, demande à utiliser la voiture pour se rendre à l'école. Mais Jim l'en empêche, en débranchant les bougies du moteur. Furieuse, Cathy n'a plus qu'une seule idée en tête: partir, fuir. Puis vient le jour où Jim, fou de rage, frappe Cathy si violemment qu'il lui fracture la mâchoire tout en lui lançant « Trouve-toi un emploi ». Cathy veut partir, mais elle est piégée par le syndrome de Stockholm. Elle se dit « Il va aller mieux, il va changer ». Ou encore « Je ne peux pas partir, Jimmy a besoin de son père ». Mais à côté de tout cela, une autre chose la retient. Un étrange sentiment de pitié. Jim lui confie parfois entendre des voix. « Il me parle encore », dit-il. Jim partage aussi avec Cathy des sentiments paranoïaques. « Ils me suivent, ils me surveillent, ils m'espionnent ». Il ne dort plus. Il passe ses nuits debout, devant le four à gaz, allumant et éteignant les brûleurs un à un, dans une boucle infinie. Au fil du temps, la situation empire. Jim se cogne parfois la tête contre les murs, plonge tout habillé dans des bassins d'eau, ou reste des heures immobile à fixer le plafond. Cathy, prise de pitié, lui demande de consulter un médecin. Jim accepte. Mais cela n'apporte aucune amélioration. Elle tente d'en parler aux parents de Jim, mais ceux-ci restent totalement indifférents. Par moments, Jim quitte le foyer familial pour passer quelques jours chez ses parents, avant de revenir tout aussi perdu et violent. Et lorsque les tensions deviennent trop fortes, il retourne chez papa et maman, où réside encore parfois son éternel rival, son grand frère. Ce que je ne vous ai pas encore mentionné, c'est l'écart d'âge entre les frères et sœurs de Jim. Son grand frère a 2 ans de plus que lui, tandis que ses 2 petites sœurs ont 18 et 20 ans de moins. Quand le petit Jimmy, fils de Jim, naît, il n'a alors que 2 ans d'écart avec la plus jeune des petites sœurs de Jim. Mais Jim a un souci intérieur qui le travaille. Il ne voit pas d'un bon œil la présence de son grand frère, qu'il considère comme plus violent que lui, auprès de ses 2 petites sœurs. Et aux yeux des 2 jeunes filles, Jim est une véritable crème, un protecteur qui les emmène loin de ce grand frère. Il leur offre des glaces, des sorties à la patinoire, des soirées au cinéma et des bonbons. Les 2 petites adorent passer du temps avec Jim. Elles aiment qu'il les éloigne de leur grand frère pour les emmener passer la nuit à la maison où vivent Cathy et Jimmy. Pour elles, tout semble normal, même lorsque Jim commence à devenir plus proche, plus attentionné. Après tout, Jim est le gentil grand frère, pas le méchant. Il ne peut pas leur faire de mal, pense-t-elle. Mais tout se passe le soir. Après une longue soirée de travail au bar, Jim, souvent un peu éméché, rentre chez lui. Cathy dort. Ses petites sœurs sont encore dans le salon. Il est gentil avec elles, s'allonge à leur côté, et doucement,
leur vole leur innocence. Désormais, il est temps pour nous de tirer le rideau, de nous boucher les oreilles et de détourner le regard pour nous diriger vers une autre personne. Donald Kenyon est né le 21 juillet 1945 dans le Queens à New York. Il est le premier enfant d'une famille qui deviendra très nombreuse par la suite. Pendant son enfance, Donald passe le plus clair de son temps dans un appartement à New York, aux côtés de sa mère. Son père, membre de l'armée, est souvent absent. À l'adolescence, Donald développe une passion pour les faucons et commence à en dresser un lui-même à l'âge de 13 ans. Cette passion lui vient par ailleurs directement de son père qui travaillait en tant que fauconnier dans l'armée. La famille possède plusieurs faucons à la maison et lorsque son père est absent, c'est-à-dire la plupart du temps, eh bien c'est Donald qui doit s'occuper des oiseaux. Pour l'aider dans cette tâche, il bénéficie souvent de la compagnie d'un prêtre, ami de la famille. Est-ce ce prêtre qui a insufflé à Donald ses convictions religieuses? Difficile à dire. Mais voici comment Donald percevait la religion. La plupart du temps, Donald est absorbé par des questions religieuses. Il explique que Saint Ignace lui a conféré un diplôme en exercice spirituel et théologique, et il passe une grande partie de ses journées ainsi que de nombreuses nuits à réciter à voix haute le Credo des apôtres, le Notre Père et une liste qu'il a lui-même créée et qu'il appelle l'Ordre sacré des prêtres, dont la logique n'est connue que de lui. En parallèle à cela, Donald a une petite sœur, prénommée Lindsay. Pour lui, il n'y a aucun doute. Lindsay est la Vierge Marie, parce que le deuxième prénom de Lindsay est Lindsay Marie. Elle est donc à ses yeux la mère sacrée du Christ. Bien qu'il ait 20 ans de plus qu'elle, il est convaincu d'être un réceptacle de Dieu et de voir en elle une figure divine. Du point de vue de Lindsay, être idolâtrée par son grand frère est tout sauf agréable. Cependant, elle y voit un avantage. Donald, obsédé par sa croyance, obéit à tous ses ordres. Après tout, elle est sacrée à ses yeux. Mais Donald a d'autres désirés secrets, plus étranges encore. Dans son esprit, il est persuadé d'être l'enfant caché d'un poulpe. Ah, superbe blague, mais c'est pas marrant. Alors cela n'a rien de comique, surtout lorsque l'on sait que pour Donald, tout cela est vrai. C'est aussi par ailleurs à cause de ce lien avec la nature qu'il passe parfois des heures seul dans le salon de la maison familiale, entièrement nu. L'amour que Donald voue aux faucons alimente également une haine intense envers les chats. À plusieurs reprises, il a été vu tentant d'en étrangler un. Bien que personne ne l'ait vu tuer un chat de leurs propres yeux, plusieurs témoins l'ont aperçu serrant fortement la gorge d'une de ces pauvres bêtes. En résumé, Donald est un homme profondément religieux, amoureux des oiseaux mais détestant les chats, au point de démontrer des accès de violence inquiétants en leur présence. Cependant, Donald n'est pas seulement le fils aîné d'une famille nombreuse. Il est aussi un grand frère contraint de partager sa vie avec plusieurs frères et sœurs, notamment sa petite sœur, Lindsay. Leur père, souvent absent, laisse à Donald le rôle de figure paternelle auprès de ses frères cadets. Mais ce rôle, Donald l'assume avec colère, violence et terreur. À la maison, Donald exerçait une autorité suprême sur ses frères cadets, d'abord comme une sorte de parent de substitution, puis sous une forme moins bienveillante. En l'absence de ses parents, il devenait tour à tour un fauteur de troubles, un tyran et un instigateur de chaos. Ouais, donc en quelque sorte, ce Donald est devenu un dictateur en sa demeure, quoi. Absolument. Fort de cette autorité parentale qu'il s'est auto-attribuée grâce à l'appui de son père, Donald oblige ses frères à s'affronter en duel, organisant des joutes où le perdant est plaqué au sol par les autres frères pendant que le gagnant le frappe. Et attention, il est hors de question de se rebeller. Celui qui ose s'opposer à ces règles devient automatiquement la nouvelle cible. Mais en dehors de ces comportements que Donald réserve à sa famille, ce dernier est une star du football américain. Adulé par les filles de son école, admiré par ses coéquipiers, il est beau, grand, fort et parfaitement conscient de l'effet qu'il produit. Dans un établissement scolaire, le paraître est une arme ultime pour gagner le respect. Et Donald en a fait un atout majeur. Cependant, un événement marquant vient troubler cette façade de perfection. Lors d'une soirée festive organisée par son école, alors que tout le monde danse et boit autour d'un grand feu de camp, Donald, sans prévenir, prend son élan et saute dans les flammes. Mais pas par-dessus les flammes, dans les flammes. Heureusement pour lui, il va s'en sortir avec seulement quelques légères brûlures. Mais suite à cet incident, les parents de Donald réalisent que quelque chose ne tourne pas rond. Inquiets, ils décident de le faire examiner par un professionnel. Nos conclusions n'ont révélé aucune preuve d'un trouble sérieux de la pensée, ni de symptômes secondaires à un processus psychotique. Ah bon, c'est parfait alors. Tout va bien d'après les docteurs.
Eh bien, tout semble aller pour le mieux. Et ça va même aller de mieux en mieux lorsque Donald va rencontrer sa future fiancée, Marilee Ann Slater, le 10 avril 1966. Enfin, tout va mieux jusqu'au jour où il tente d'étrangler sa compagne. Et cet acte marque par ailleurs un tournant dans sa vie et plonge Donald encore plus profondément dans les abîmes de la folie, même si vous et moi savons qu'il y est déjà depuis un moment. Donald est alors interné et ce qu'il confie au médecin est totalement glaçant. Il explique alors qu'il a des fantasmes de meurtre envers un joueur de son équipe de football, qu'il a tenté de mettre fin à ses jours à 2 reprises, qu'il souhaite tuer l'un de ses professeurs, qu'il tire un malin plaisir de voir des chats souffrir jusqu'à la mort. Et ceux-ci ne sont que 4 petits exemples de ce qu'il a déclaré au médecin. Du coup, ces révélations ne sont que la partie visible de l'iceberg, surtout si l'on ajoute ses comportements troublants évoqués précédemment. Ce sont ses parents qui viennent le chercher à l'hôpital, et personne n'est surpris lorsque, à leur arrivée, Donald attrape une bouteille de bière et se met à se laver les cheveux avec, tout simplement pour le plaisir. Les semaines passent et les choses semblent se stabiliser quelque peu. Donald finit même par entamer une relation avec une autre femme, nommée Jean. Elle est sportive, ambitieuse et n'a pas froid aux yeux, mais leur relation est loin d'être harmonieuse. Jean découvre rapidement que la sexualité avec Donald est presque inexistante. Pourquoi ? Eh bien parce que sa foi en Dieu le lui interdit. Ils vivent sous le même toit, mais ne partagent ni leur repas, ni leur lit. Ils dorment dans des pièces séparées. Jean, encore jeune, est peu disposée à mener une vie de recluse et menace de partir. Ne voulant pas la perdre, Donald élabore un plan. Et pour cela, il décide de céder avec une bonne dose de mescaline. Oui, ça a été sa meilleure idée. Plus tard, il décrira cette expérience comme l'une des inspirations les plus intenses qu'il ait jamais connues. Sous l'influence de la drogue, il met en œuvre une idée terrifiante pour régler ses problèmes avec Jean. Écoutez bien cela. Donald est entré chez lui avec 2 comprimés de cyanure, probablement obtenus dans un laboratoire de l'école. Il les a déposés dans un verre d'acide chlorhydrique, a attrapé Jean et a essayé de la maintenir immobile, leurs 2 visages au-dessus du verre alors que le cyanure se transformait en gaz. Le plan était qu'ils meurent ensemble. Heureusement pour Jean, elle reprend ses esprits à temps et se précipite sur le téléphone pour appeler la police. Cet événement est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donald ne passe pas par la case prison, mais retourne dans un centre de soins psychiatriques. C'est là qu'il révèle avoir non seulement tué des chats, mais également démembré un chien dans sa baignoire, juste pour le plaisir. Cette fois, Donald repart avec un traitement médicamenteux, thorazine et clozapine. On pourrait croire que ces médicaments lui permettront de mener une vie plus stable, mais il n'en est rien. Quelques semaines plus tard, seul à la maison avec sa mère et ses petites sœurs, Donald décide soudainement, comme ça sur un coup de tête, de vider le salon familial de tous ses meubles pour les transporter sur une colline avoisinante. Puis, il se pose ensuite nu au milieu du salon, désormais vide. Sa mère, désemparée, envoie ses 2 petites sœurs âgées alors de 5 et 8 ans dans leur chambre et leur demande de fermer la porte à clé. Pendant ce temps, Donald, perdu dans son délire, commence à parler tout seul. Il affirme que son mariage avec Jean, bien qu'il soit séparé, est toujours valide, car, selon lui, Dieu n'a pas prononcé de divorce. Il se met alors à réciter des cantiques, entrecoupés de paroles incohérentes, rendant l'ensemble de ses propos totalement absurdes. Alertée par la mère de Donald, la police intervient et vient l'arrêter. À cette époque, garder quelqu'un en centre psychiatrique n'était pas toujours la meilleure solution, compte tenu des traitements souvent inhumains réservés aux patients. Sa mère le sait très bien et elle décide de prendre soin de son fils elle-même. Donald revient donc à la maison, encore une fois. Mais comme toujours, rien ne se passe dans le calme. Un jour, Donald tente d'étrangler l'un de ses frères, car celui-ci a, dit-il, osé toucher à ses médicaments. Puis, un autre jour, il avale un pot entier de ses pilules dans une tentative de mettre fin à ses jours. Mais sa violence ne s'arrête pas là. Il menace également sa propre mère, celle-là même qui l'a sorti de l'internement, en plaçant un couteau sous sa gorge. La vie à la maison devient alors un véritable enfer, où Donald règne en tyran. Ses crises de colère l'amènent parfois à oublier son lien supposé avec Dieu. Dans ces moments-là, il troque ses cantiques religieux pour les chants sataniques, louant le diable, assis dans une poubelle. Oui, assis dans une poubelle. Pendant son temps libre, il continue de tourmenter ses frères, verbalement et physiquement, pour affirmer son autorité. À plusieurs reprises, Donald est réinterné à l'institut psychiatrique de Pueblo, mais à chaque fois, il finit par revenir à la maison. Et à chaque fois, ses psychoses refont surface, de plus en plus violentes. Un jour, souhaitant prendre la voiture, Donald demande à sa mère de lui donner ses antipsychotiques afin de ne pas perdre le contrôle en conduisant, le contrôle de son esprit. Sa mère refuse, lui expliquant que ces médicaments peuvent provoquer une somnolence dangereuse. Fou de rage, Donald se jette sur elle et commence à l'étrangler. Heureusement, ses autres fils sont présents et parviennent à l'arrêter à temps.
évitant ainsi le pire. Donald est encore, alors, une nouvelle fois renvoyé à Pueblo. Ce cycle infernal, maison, crise, institut, se répète pendant des années. Durant cette période, Donald fait vivre l'enfer à sa famille. Et crise de panique, méditation spirituelle, nu dans le salon, accès de violence, envie de torture et de domination. Jusqu'au jour où enfin les progrès de la science médicale permettent de mieux prendre soin de lui. Mais ici, nous n'en sommes qu'à la moitié de l'histoire. Une histoire qui commence par la présentation de 6 hommes qui ont quelque chose en commun, quelque chose auquel, j'espère, vous ne vous attendez sans doute pas. Avant de vous partager le secret de cette vidéo, je me dois de vous présenter leurs héroïnes. Lindsay Marie-Christine, née à Colorado Springs le 5 octobre 1965, et sa grande sœur, Margaret Elizabeth, elle aussi née à Colorado Springs le 25 février 1962. Est-ce que ce sont les petites dont tu parlais quand tu as présenté Brian, Jim et Donald? Attends un peu, tu vas comprendre. L'un des premiers souvenirs d'enfance de Lindsay, vers l'âge de 3 ans, était que Brian l'avait agressée. Ses petites sœurs sont encore dans le salon. Il est gentil avec elles, s'allonge à leur côté, et doucement, leur vole leur innocence. Sa mère, désemparée, envoie ses 2 petites sœurs âgées alors de 5 et 8 ans dans leur chambre et leur demande de fermer la porte à clé. Lindsay et Margaret sont les 2 petites dernières de la famille Galvin. Elles sont également les 2 seules filles d'une famille qui compte 14 membres, sans parler des cousins, cousines, neveux, nièces, grands-parents, etc. Leurs parents, Donald William Galvin, qui se fait appeler Don ou Don, et Margaret Kenyon Blaney, que l'on va surnommer Mimi, viennent de 2 coins opposés des États-Unis. Don est né dans le Queens, à New York, le 16 janvier 1924, et Mimi à Houston, au Texas, le 14 novembre 1924. Don a fait une carrière dans l'armée, où il s'est spécialisé dans la fauconnerie. Mimi, quant à elle, est mère au foyer. Et ensemble, ils vont donner naissance à pas moins de 12 enfants. Et bien entendu, parmi ces 12 enfants, vous en connaissez au moins 6. Je pense que vous voyez ici de qui je veux parler. Dans cette immense fratrie, nous avons donc Donald, Jim, John, Brian, Michael, Richard, Joseph, Mark, Matthew, Peter et enfin les 2 petites sœurs, Margaret et Lindsay. Mais cette famille a une particularité, un petit truc en plus qui a permis de faire un grand pas en avant dans le domaine de la psychiatrie. Ce petit truc en plus se prénomme Peter, Brian, Jim, Joseph, Matthew et le plus âgé de la fratrie, Donald. Ces 6 hommes, dont vous connaissez maintenant l'histoire, ont tous un point commun. Ils sont atteints de schizophrénie. Donc la moitié des enfants nés dans cette famille sont des schizophrènes. Exactement. Et ça, c'est du jamais vu auparavant. Enfin, presque jamais vu. Vous verrez, à la fin de cette vidéo, je fais une petite aparté sur notre histoire. Maintenant, replacez dans le contexte les histoires de ces 6 hommes que je vous ai présentés précédemment et vous comprenez l'enfer qu'ont vécu Lindsay et Margaret, mais aussi leur maman, Mimi. Souvenez-vous, le père de cette grande famille, Don, est rarement à la maison. Son poste dans l'armée l'oblige à s'absenter fréquemment. Et lorsqu'il rentre, je suis désolé, mais c'est essentiellement pour faire un enfant à Mimi, avant de repartir. Le premier-né, Donald, va devenir le plus extrême et le plus dangereux des frères Galvin. Pendant des années, il impose sa tyrannie sur toute la famille, tout en se prenant pour un ecclésiastique. Il erre nu dans le foyer familial, menace sa mère et oblige ses frères à se battre. En parlant de ses frères, souvenez-vous, je vous ai parlé de l'histoire de Jim. Je vous ai mentionné qu'il avait un grand frère rival. Eh bien, ce rival, c'est Donald, avec qui il a 2 ans d'écart. Et ces 2-là ne se supportent pas. Ils se bagarrent constamment, souvent de manière très violente, et tous 2 sont atteints de schizophrénie. Don et Mimi, leurs parents, mettent des années à prendre conscience de la gravité de leur état, et encore plus à accepter le fait que leurs 2 premiers fils souffrent de troubles mentaux graves. Pourtant, leur comportement, au vu de ce que je vous ai conté, parle d'eux-mêmes. Déjà, s'occuper d'un enfant atteint de schizophrénie est une tâche complexe. Mais 2 enfants, surtout lorsqu'ils se détestent, cela devient extrêmement difficile. Alors imaginez 6. Là, on entre dans un véritable cauchemar. Heureusement pour Mimi, qui est la seule des 2 parents à avoir réellement dû gérer cette situation, tous ses fils ne sont pas atteints par la maladie, et certains, même malades, ne présentent aucun comportement violent. Bien au contraire, Joseph et Matthew, par exemple, sont décrits comme de très gentils garçons. Mais ce qui rend les choses encore plus difficiles, ce sont les secrets. Ces petites choses que Margaret et Lindsay ont gardées pour elles pendant des années. Ces détails horribles sur ce que Jim et Brian leur ont fait subir, l'un après l'autre, leur volant leur innocence. Et ce secret n'est pas le seul à être enfoui dans l'histoire de la famille. Une autre personne que j'ai mentionnée à 2 reprises
a également laissé une empreinte démoniaque sur la famille Galvin. Il s'agit de ce fameux révérend Freudenstein. Je vous en ai parlé en présentant Peter et Joseph, en vous expliquant de manière explicite ou implicite que ces deux garçons avaient été sous l'emprise de cet employé d'église qui a profité de son statut pour abuser de l'innocence des enfants. Mais Peter et Joseph ne sont pas les seuls. Donald, lui aussi, a été une victime de cet homme abject. C'est d'ailleurs Donald, à l'âge de 50 ans, qui commence lui-même à en parler. Et c'est grâce à ce Donald que les langues commencent à se délier au sein de la famille. Et d'après vous, qui a été la plus bouleversée en apprenant cette terrible vérité? Ah, je sais. C'est Mimi, la maman. Exactement, puisque c'est elle qui a laissé entrer le loup dans la bergerie. Au fil des années où Freddie s'est approché de la famille, devenant un confident aussi bien pour Mimi que pour Don, le jeune Donald s'est également beaucoup rapproché de lui. À l'âge de 16 ans, Donald avait passé une semaine dans la prairie avec Freddie, servant de chauffeur au prêtre après que celui-ci ait perdu son permis de conduire. Maintenant, Donald déclarait avoir été abusé par lui. Mimi ne savait pas comment réagir. Elle avait presque 70 ans. Combien d'autres horreurs était-elle censée endurer? Bien sûr, c'est totalement tragique en tant que parent de découvrir qu'une personne en qui on avait confiance a profité de la situation pour assouvir ses désirs les plus vils. Mais Mimi n'est pas à blâmer. Elle a été manipulée. C'est pas de sa faute. Cependant, au-delà des comportements complexes de plusieurs de ses fils et de l'implication du révérend Freudenstein dans la famille Galvin, il y a aussi la manière dont Mimi et Don percevaient leurs enfants. Dans ce chapitre, je vais simplement aborder les faits concernant le comportement des parents, afin de mieux comprendre les relations parents-enfants au sein de la famille Galvin. Don, le père, est donc rarement à la maison. Par conséquent, il ne voit ni ne comprend réellement ce qu'il s'y passe. Mais il y a autre chose qu'il néglige, le prénom de ses propres enfants. Étant donné qu'il est un père plutôt absent, il ne prend même pas la peine d'apprendre ou de retenir les prénoms de ses enfants. Avec le temps, ceux-ci deviennent à ses yeux de simples numéros. Donald est le numéro 1, par ailleurs son préféré, celui qu'il considère comme le plus proche de son idéal masculin. Je rappelle qu'il est beau, grand, fort et intelligent. Les autres enfants suivront, le numéro 2, 3, 4 et ainsi de suite. Le problème est que cette manière d'énumérer ses propres enfants ne contribue en rien à un équilibre familial sain. Elle empêche les enfants de se sentir en sécurité ou valorisés. Mais pour de nombreux frères, John, Michael, Richard et Matt, un sentiment croissant de confusion s'installait, voire de négligence. Ils se sentaient en insécurité, traités comme des numéros plutôt que comme des individus, élevés à confondre l'illusion de protection avec la réalité. Par ailleurs, pendant des années, Don et Mimi ont attribué les combats et violences récurrents entre leurs fils à une simple expression de leur masculinité. Ils se battent encore. C'est normal, ce sont des garçons après tout. En normalisant ce comportement, ils ne se sont jamais posé de questions plus profondes. Pourquoi Donald cherchait-il à dominer ses frères par la tyrannie? Pourquoi Jim battait-il sa femme? Pourquoi Brian a-t-il tué sa petite amie? Ce refus de voir la vérité en face a malheureusement retardé la prise en charge des enfants Galvin. Pendant des années, ils sont restés enfermés dans leur souffrance sans que personne ne leur prête vraiment attention. Mais cette façon d'ignorer les problèmes a une autre origine. Don et Mimi faisaient partie de la haute bourgeoisie américaine. Ils fréquentaient régulièrement Santa Fe pour participer à des soirées mondaines. À leurs yeux, alors, ce qui se passait à la maison devait rester à la maison. Ainsi, en fermant les yeux, le mal n'existe plus. Un autre exemple de déni parental concerne Cathy, la petite amie de Jim. Lorsque Jim a commencé à avoir des crises à la maison et qu'il a été hospitalisé, Cathy, souhaitant bien faire, est allée informer Mimi et Don. Mais leur réaction n'a pas été du tout celle à laquelle elle s'attendait. Cathy n'a jamais apprécié les parents de Jim. Jim lui-même semblait préférer les choses ainsi. Mais elle estimait que Don et Mimi devaient être informés de ce qu'il se passait. Elle avait du mal à croire leur réaction. Elle s'attendait à des larmes, peut-être à un élan de compassion ou au moins à un peu de sympathie. Au lieu de cela, Cathy a vu deux personnes s'efforçant de faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Et lorsqu'elle insistait, il remettait même en question le fondement de cette discussion. Je ne vais pas ici multiplier les exemples du comportement de Mimi et Don envers leurs enfants, mais il est évident que leur approche se résumait à un maître mot. Si j'ignore la situation, alors elle n'existe pas. Voilà. La vie est plus facile comme ça. Heureusement, après plusieurs années d'ignorance, les parents Galvin ont fini par se rendre à l'évidence. Parmi les 10 garçons que Mimi et Don ont eus, 6 passeront par la case hospitalisation. Cependant, à cette époque, la schizophrénie était très mal interprétée et encore bien plus mal soignée. Le travail des médecins se limitait en général le plus souvent à gérer les symptômes, à les canaliser, plutôt qu'à réellement traiter le patient.
Chacun des 6 garçons Galvin a fini à un moment ou un autre de sa vie par passer par la case hôpital. Cependant, aucun d'entre eux n'en est réellement ressorti avec une prise en charge comparable à ce qui est disponible aujourd'hui. Rappelons des faits, cette histoire se déroule principalement dans les années 60, une époque où les personnes atteintes de troubles mentaux étaient plus susceptibles de finir allongées sur une table, soumises à des électrochocs ou à une lobotomie, qu'à recevoir des soins adaptés. En parallèle, plusieurs questions se posaient quant aux causes de ce mal. La schizophrénie peut-elle être héréditaire ? L'éducation joue-t-elle un rôle ? Certains se demandaient même si la pauvreté pouvait engendrer de tels troubles. Il y avait également la question des drogues, comme le LSD, très courant chez les jeunes dans les années 60. Enfin, il y avait les expériences traumatiques, comme les actes du révérend Freudenstein. Est-ce qu'alors une relation abusive entre un adulte et un enfant peut causer des troubles mentaux tels que la schizophrénie ? En résumé, la grande question est la suivante. La schizophrénie est-elle innée ou est-elle un trouble acquis par des facteurs externes ? Dans cette confusion autour des causes, les enfants Galvin allaient et venaient entre les mains des spécialistes de l'époque. Mais ces derniers, au lieu de chercher à soigner les patients, comme je vous l'ai dit plus tôt, s'efforçaient toujours à masquer les symptômes. Cependant, au cours des années où se déroule l'histoire de la famille Galvin, une petite révolution apparaît dans le domaine de la psychiatrie et de la prise en charge des patients. Aux côtés des lobotomies et des électrochocs, commence à émerger l'idée d'utiliser des produits antipsychotiques pour contrer les effets des troubles mentaux. C'est ainsi que, notamment en France, les premiers tests de ces produits sont réalisés sur des patients. Entre les années 50 et 60, la prise en charge des patients atteints de troubles psychiques évolue peu à peu. On passe d'un système d'asile, où les cris et les hurlements faisaient partie du quotidien, à des centres psychiatriques où le patient devient un peu plus un humain. Dans ces nouveaux centres, les patients s'apaisent, mangent et parfois retrouvent la parole grâce à la prise de médicaments antipsychotiques comme la chlorprozépam, connue aux États-Unis sous le nom de Thorazine. Ouais. Mais tu as parlé un peu plus tôt de ce médicament, si je ne m'abuse. Oui, c'est la molécule que Donald prenait à chacun de ses séjours en institut psychiatrique. C'est également la même molécule que tous les frères Galvin atteints de ce mal ont fini par prendre. Le problème pour la famille Galvin, c'est que 5 des 6 garçons souffraient d'anosognosie, ce trouble dont je vous ai parlé plus tôt qui empêche des personnes atteintes de maladies mentales de reconnaître qu'elles sont malades. Et le résultat était toujours le même. Les frères sous traitement allaient mieux, se convainquaient qu'ils n'étaient plus malades, arrêtaient leur prise de médicaments, retombaient dans leur folie, retournaient à l'hôpital où on leur prescrivait à nouveau des médicaments et le cycle recommençait. Mais au-delà des molécules agissant sur le psychisme, il arrivait parfois que lorsque l'un des frères allait très mal, il soit soumis à des électrochocs avec un casque sur la tête dans le but de calmer la situation. On était littéralement à cette époque entre deux mondes et surtout entre deux types de prise en charge. En fin de compte, aucun des 6 frères ne recevra jamais de traitement approprié. Pire encore, étant donné que les antipsychotiques étaient des traitements nouveaux à l'époque, ils étaient souvent surutilisés ou surdosés. Cela aura des conséquences tragiques puisque 2 des frères Galvin, Jim et Brian, décéderont des suites d'effets secondaires liés à la prise en charge de ces médicaments. Si je vous ai parlé de la famille Galvin, c'est à la fois à cause de l'extraordinaire concentration de schizophrénie au sein de cette famille, un phénomène sans précédent, mais aussi en raison de l'impact que toute cette histoire a eu sur la recherche médicale. Quelle est la probabilité qu'une moitié des enfants d'une famille de 12 soient touchés par un tel mal ? À l'époque et encore aujourd'hui, la question reste posée. La schizophrénie est-elle un trouble acquis ou inné ? Est-elle d'origine génétique ou déclenchée par des facteurs externes ? Pour la science, la famille Galvin représente alors une opportunité unique. Un tel mal répandu au sein d'une même fratrie, c'est presque un laboratoire grandeur nature. Suite à la découverte de l'histoire des Galvin, la schizophrénie et même la démence par extension seraient avant tout génétiques. La preuve semblait être là, sous leurs yeux. Mais non, la réponse n'est pas aussi simple. Trouver le saint graal de l'explication de cette maladie reste une tâche complexe, bien plus complexe que ce que l'on pense. Voici par ailleurs un résumé des développements actuels sur le sujet qui montre à quel point la schizophrénie demeure un mystère. Il existe a priori 2 types de prédispositions génétiques à la maladie. D'une part, certaines variations génétiques ont été identifiées comme étant associées à un léger surrisque de développer la maladie en cas d'exposition à des facteurs de risque environnementaux. C'est une sacrée phrase. Cependant, leur impact modeste rend leur identification difficile. D'autre part, quelques mutations ponctuelles rares ont été décrites comme ayant un impact majeur sur le risque de développer une schizophrénie. Différents facteurs environnementaux pourraient favoriser le développement de la maladie, notamment au cours de la période critique que constitue l'adolescence et le début de la vie adulte. Ces conclusions permettent de mieux saisir le caractère exceptionnel de l'histoire de la famille Galvin et de ce mal qui les a rongés pendant des années. Si vous pensez encore que leur condition était principalement due à des gènes défaillants transmis de génération en génération, sachez qu'aucun de leurs enfants, ou
petit-enfant n'a été touché par ce fardeau depuis. Je vous ai raconté cette histoire, par ailleurs, après avoir lu le livre de Robert Kolker intitulé Hidden Valley Road. L'auteur a écrit cet ouvrage après avoir longuement échangé avec les membres encore vivants de la famille Galvin, comme Lindsay et sa sœur Margaret, qui furent à la fois témoins et victimes. Dans ce livre, que je vous conseille vivement, Lindsay et Margaret insistent sur un point essentiel. Bien que tout ce que je vous ai raconté semble définir une famille dysfonctionnelle, avec un père absent, une mère dans le déni et des frères plus ou moins violents, ce n'était pas toujours le cas. Lindsay décrit ses parents comme étant des personnes aimantes, qui ont toujours pris soin de leurs enfants. Elle précise aussi que les bagarres entre les frères n'étaient pas si fréquentes que cela. De mon côté, je n'ai fait que rapporter certains faits marquants tirés de cet ouvrage. Ces faits ne sont pour la plupart que des exemples parmi tant d'autres. Sachez également que la famille Galvin, bien qu'étant une exception qui a beaucoup et interroge encore beaucoup les personnes étant en charge de comprendre les causes de certains troubles mentaux, n'est pas la seule à avoir été touchée de la sorte par ce mal. Il existe une autre histoire similaire que l'on retrouve sous le nom des quadruplés Genain ou Génin. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Genain est le nom de la famille qui leur a été donné pour cacher leur réelle identité. Il s'agit en fait de 4 sœurs, quadruplées, nées dans les années 1930, qui ont toutes contracté le même trouble mental à l'âge de 24 ans, la schizophrénie. Petit fun fact concernant ces 4 sœurs, on ne connaît pas leur réelle identité, mais elles se sont faites appeler Nora, Iris, Mira et Esther, ce qui est un clin d'œil au National Institute of Mental Health, ou bien l'Institut national des troubles mentaux, étant donné que la première lettre de leur prénom représente la première lettre du titre de cet institut. Ok, en fait, les filles, on connaît leur vrai nom maintenant. Edna, Wilma, Sarah et Hélène. Bon, il ne reste plus qu'une envie, donc c'est un peu normal. Et on connaît aussi leur nom de famille. C'est pas Genain, hein, c'est Morlock. La découverte de leur cas a soulevé cette fameuse idée que cette maladie se devait d'avoir une résonance dans le monde de la génétique, et a par ailleurs été le point de départ de plusieurs recherches allant en ce sens. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cet étrange voyage, une histoire aussi marquante par son caractère exceptionnel que par la multitude de drames qui s'y entremêlent. Sur ce, je vous embrasse toutes et tous. On se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle histoire. Merci infiniment de soutenir cette chaîne, merci vraiment beaucoup. Cela me touche personnellement. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Allez, ciao. Eh bien, ma foi, je me suis terré dans le silence lors de cette conclusion, tant cette histoire m'a fasciné. Et je vous le demande assez rarement, moi en tant qu'alter, mais si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, mettez un petit pouce, un commentaire, on y répond en général au bout de 2-3 jours, pas nécessairement après, parce qu'après, on crée d'autres vidéos. Mais sur ce, on vous remercie vraiment, vraiment d'être là. Allez, ciao, et à la prochaine. Puis prenez soin de vous.